Bien. Alors, c'est super, bienvenue. Donc, on en était à la page 33. Ouais, Nous en étions à la page 32-33. Oui, c'est ça. Oui, c'est 32, 33. C'est parfait. Super. Donc, en fait, là, ce qu'explique Geshe-Dreyfus, c'est il va montrer un petit peu les, euh, les bases, les textes sur lesquels il va s'appuyer, en fait, hein. Pendant une page ou deux, il explique un petit peu l'historique. Donc, on va juste lire quelques passages, mais peut-être pas tout, parce que c'est quand même assez facile à comprendre. Donc, on va lire à partir de la page 33 en bas. Et donc, il dit, il y a une petite histoire, je crois que c'est Dignaga qui avait suivi les enseignements d'un maître Vatsiputriya, donc un maître de cette école. Vatsi, il y a un T avant le S, c'est pas très grave. Un jour, il alluma un grand feu et se mit au milieu. Il attendit son maître, ce dernier arriva et lui demanda ce qu'il faisait là. Le disciple répondit alors, je cherche le jeu dont vous parlez. Le maître comprit alors que Dignaga ne partageait plus son point de vue et lui dit qu'il vaudrait mieux qu'il change de crèmerie. Et donc, c'était donc l'école Vatsiputra. Donc, ça, c'est l'une des écoles du Vaibhashika, historiquement. Et puis, donc on va pas toutes les faire, bien sûr, parce qu'il y en avait 18 et peut-être même plus, hein, comme il le dit lui-même. Ouais. Et donc, il dit l'école Staviravada existe encore actuellement sous la forme de l'école Theravada. Donc ça, c'est intéressant, hein, comme on l'avait vu à la fin de la session de la semaine dernière, on avait vu que d'après justement les érudits actuels, le Theravada ne se réclame pas du Vaibhashika. Mais on est quand même d'accord sur le fait que Theravada est la transcription pali du Staviravada, qui est du sanskrit. Donc à ce niveau-là, il y a quand même des similitudes. Il dit ensuite, l'école Mahasangika n'existe plus. Elle existait encore au temps d'Atisha. Atisha, vous vous souvenez, c'était qui? Oui, le premier. Ouais. eh ben, Tisha, c'est lui c'est- Qui a amené le qui a bouddhisme. amené l'enseignement au Tibet et puis le Lamrim est issu des enseignements d'Atisha. Voilà. Il a ravivé, on peut dire. Il a Il a ravivé le ravivé, dharma il a au Tibet, ravivé. parce que, C'est la deuxième vague. voilà. La deuxième vague, exactement. C'est la deuxième vague des enseignements du Bouddha. On commençait avec Atisha et d'autres qui ont suivi, bien sûr, en effet. Vers le Xe siècle, il est venu au Tibet et il a en effet institué ensuite, grâce à Dromtonpa, son disciple principal, l'école Kadam, les anciens Kadampa. Et ensuite, les autres écoles sont arrivées, Sakya, Kagyu, Gelug, etc. Très bien. Évidemment Donc, que hein, Padmasambhava était passé d'abord. était passé d'abord, exactement, vers le 8e siècle. Donc, en effet, il y a eu quand même, le bouddhisme était quand même bien installé au Tibet. C'est juste qu'avec le roi Langdharma, il y a eu quelques décennies un peu difficiles, même très difficiles pour le bouddhisme, où il a presque tout détruit, en fait, hein. C'est Mhm. justement sur la base de ça, ensuite, qu'Atisha est venu pour raviver tout ça. Très bien, très bien. Ok, donc ensuite, il parle du Mahayana. Il dit que c'est plus difficile pour le Mahayana. Pour le Vaibhashika, on peut retracer plus facilement. Pour le Mahayana, c'est un peu difficile. Il dit par exemple, cette école, ok, l'école Mahasangika, cette école a des points de vue philosophiques qui se rapprochent un peu de ceux du Mahayana. Et c'est pour cela que si vous consultez des livres écrits par des érudits occidentaux, vous pourrez y lire que les Mahasangikas sont historiquement d'origine du Mahayana. Mais en fait, les gens ne sont pas vraiment d'accord là-dessus. Les gens ne sont pas vraiment d'accord là-dessus parce que si on dit que le Mahasangika était une sous-école du Vaibhashika, c'est très difficile de dire que c'était mahayaniste. Donc, en fait, voilà. Après, il évoque justement comment est-ce que le Mahayana s'est instauré progressivement. Donc, il y a eu c'est un petit peu comme les thermas de Guru Rinpoche, hein. Guru Rinpoche a préservé des trésors spirituels, des thermas, des enseignements qui ont été redécouverts par la suite. Et donc, les sutras de la perfection de sagesse, c'est un peu comme ça, en fait. Donc, il explique tout ça. Il dit que voilà, il y a des débats par rapport aux érudits occidentaux, etc. Il dit que pour les Vaibhashikas, c'est plus facile de comment dire, de trouver des traces dans les textes, en bas de la page 34. Pour les Madhyamika, les Yogacara, qui sont des écoles mahayanistes, l'origine historique est un problème, en effet. Mais néanmoins, il n'y a pas de problème pour savoir qui était Chittamatra ou Yogacara ici, et qui était
Madhyamika. On sait que Arya-Nagarjuna a écrit des traités Madhyamika. Ce n'est peut-être pas le premier Madhyamika, mais c'est lui qui a restauré le Madhyamaka dans toute sa splendeur. Donc ça c'est communément reconnu, c'est facile de s'en rendre compte. Il suffit de lire les traités, ils sont tous à peu près tous d'accord là-dessus. Il dit de même, Asanga n'est pas le premier Yogacara ou Chittamatra. Tout le monde s'accorde là-dessus. Pourquoi? Parce qu'avant lui, qui était bien sûr, qui prônait cette vue. Et il dit c'est lui qui a restauré le Yogacara ou le Chittamatra dans toute sa splendeur. Pour les Sautrantika, c'est un mystère beaucoup plus épais car il est très difficile de trouver une personne qui soit un vrai Sautrantika et un texte qui soit un texte Sautrantika. Donc, c'est juste pour parler un petit peu des sources scripturales de ces écoles-là. Il dit ensuite, les Sautrantikas sont les personnes qui pensent qu'il faut se fier au sutra et non à l'abhidharma. C'est le sens étymologique du mot sutra, Sautrantika. Ouais, ça vous parle? Oui. Ouais, très bien. Donc, ce sont les personnes qui prennent les sutras comme pramana. Pramana, ça veut dire autorité valide. Dans d'autres contextes, ça veut dire cognition valide, mais en général, ça veut dire autorité, quelque chose qui est fiable. Et non pas l'abhidharma comme les Vaibhashika. Mais cela en soi ne forme pas une école et il reste à savoir ce qu'est l'école des Sautrantika. Il en parlera bien sûr du fond du Sautrantika dans le chapitre d'après, mais là il prépare un petit peu ce qu'il va dire par la suite. Le mystère s'éclaircit un peu lorsqu'on sait que Vasubandhu, à une certaine période de sa vie, était un Sautrantika, notamment lorsqu'il a écrit l'Abhidharma Kosha. Et surtout, l'Abhidharma Kosha Bhashya. C'est pas un P, c'est un B. Bhashya. Bhashya, ça veut dire commentaire ou auto-commentaire, qui est une explication des Vaibhashika vue par les Sautrantika. Ça veut dire que grâce à Acharya Vasubandhu, on a des points de vue autorisés sur le Vaibhashika, parce que le texte racine de l'Abhidharma Kosha, le trésor de l'Abhidharma, c'est du point de vue Vaibhashika. L'autocommentaire critique certains points de vue Vaibhashika, et donc on a tendance à dire que c'est l'autocommentaire qui est Sautrantika. Et que par la suite, il a écrit des traités sur le Chittamatra. Il a changé d'école en cours de route. Donc c'est comme ça qu'on arrive à décrypter un petit peu ces différentes écoles. C'est surtout grâce à lui aussi. Très bien. Donc on a au moins un texte qui en partie est Sautrantika. On peut dire qu'il donne le point de vue Vaibhashika, le critique, puis donne parfois le point de vue Sautrantika. Et donc il va expliquer que par la suite, il y a Dignaga et Acharya Dharmakirti qui sont arrivés et qui ont aussi donné des points de vue qui étaient Sautrantika, mais pas exactement les mêmes que Vasubandhu. C'est pourquoi les érudits Gelupa disent qu'il y a deux sous-écoles. Il y a une sous-école Sautrantika qui suit les Écritures et une sous-école Sautrantika qui suit le raisonnement, qui suit les traités d'épistémologie et de logique d'Acharya Dharmakirti. Ouais? Ouais. Ça vous parle toujours? Très bien. Excellent. Donc ensuite, il continue, etc. Voilà. Et on va entrer dans le fond du problème. Page 36 en bas. Donc il y a un étudiant qui se pose la question par rapport à la causalité. Il dit, j'ai du mal à concilier l'idée de la durée avec l'impermanence, comme les Vaibhashika le font. Donc, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on avait dit pour les Vaibhashika? On a un phénomène composé, par exemple une table, et ce phénomène composé, il est caractérisé par les caractéristiques des phénomènes conditionnés, donc la survenue ou la production, la durée, le vieillissement ou le déclin, et la cessation ou la destruction. Ouais. Et donc, en fait, c'est des caractéristiques qui sont des entités substantielles différentes. En fait, pour les Vaibhashika, tout ce qui existe est nécessairement une entité substantielle différente du reste. Et donc, ça veut dire que si le phénomène en question n'était pas associé à ces caractéristiques-là, il serait statique. C'est un petit peu comme le problème des substances chez Aristote et chez les Occidentaux, etc. Il y aurait la substance et les caractéristiques qui viendraient se greffer sur la substance d'un certain point de vue. Et donc c'est pourquoi l'étudiant lui dit qu'il a du mal à concilier la durée avec l'impermanence. Et en effet, c'est des débats, il y a des débats là-dessus. Comment est-ce qu'un Vaibhashika pourrait maintenir la notion de l'impermanence si le phénomène, la table en question, est d'abord produite, ensuite elle dure, donc ça veut dire qu'elle est statique d'un certain point de vue, ensuite le vieillissement va agir sur elle pour la faire se transformer, et enfin la destruction va agir sur elle pour la faire se détruire.
Et donc, comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux, la durée, dans le sens où elle est statique, et ce n'est qu'après qu'elle va décliner. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez le problème, comment il est posé par... Ouais, génial, très bien. Et donc la réponse, il dit, c'est une chose importante. Que veut dire pour vous impermanence? Et donc l'étudiant dit, qui change sans cesse. Vous êtes d'accord? D'instant en instant. D'un temps à un Ouais, instant. exactement. Très bien. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Très bien. Qui change sans cesse. Et donc, lui, il répond, il dit, pourquoi les phénomènes devraient-ils changer sans cesse? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pourquoi les phénomènes conditionnés devraient-ils changer sans cesse? Qu'est-ce que vous en pensez? Par le fait qu'ils sont conditionnés, ça paraît évident qu'étant conditionnés, les conditions changent. Donc les résultats changent aussi. Voilà, c'est un très bon argument, en effet. Si on dit que, par exemple, la table est produite par des causes, est-ce que les causes sont restées statiques pour engendrer la table? Non. A priori, non. Elles se sont transformées nécessairement, ouais. Mhm. Et donc, si les causes et conditions se sont transformées, la table, leur effet, doit nécessairement se transformer d'instant en instant. Ouais. Oui. Ok, très bien. Donc, on va voir ça et on va essayer de débattre un petit peu sur ces questions-là. J'ai préparé quelques questions croustillantes pour vous. Et Merci. donc, pourquoi les phénomènes devraient-ils changer sans cesse? Donc, parce que c'est notre expérience de la perception des choses. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que c'est notre expérience de la perception des Nous, choses. nous on n'a C'est pas évident pas toujours. l'expérience de l'impermanence subtile, on ne l'a pas. On l'a Exact. Si on voit un rocher en granit, on n'a peut-être pas la perception de l'impermanence. l'impermanence subtile, en tout De cas. l'impermanence subtile, Oui. exactement. Oui. C'est intéressant parce que quand on parle de l'impermanence en général, on parle de quoi? De l'impermanence subtile. L'impermanence grossière, c'est surtout quand on parle dans le Lamrim de l'impermanence et la mort. Dans ce Oui, cas-là, on parle plutôt, oui, en Oui. effet, de l'impermanence grossière, même s'il y a aussi la notion d'impermanence subtile dans cette méditation, etc. Mais c'est surtout euh, l'importance de distinguer les deux. En fait, l'impermanence grossière, on s'en rend compte. On voit une tasse qui se casse, quelqu'un qui meurt, une feuille qui tombe, etc., etc. Et donc, il dit en effet non. Il dit exactement comme vous. Vous auriez pu enseigner à sa place. C'est cool, oui. ça. C'est ça, Et oui. donc, il dit exactement comme vous. Ah non, qu'il change en 30 ans, d'accord. Ça, c'est l'impermanence Grossière. grossière. Peu de gens vont prétendre que ce micro est permanent, parce qu'ils vont se rendre compte qu'au bout d'un moment, il ne marche plus, etc. Il y a l'obsolescence, etc. L'idée est de savoir s'il change sans cesse ou s'il est produit, dure et ensuite disparaît. Ça, c'est très différent. Et en effet, les Vaibhashika ont des difficultés. Parce que pour eux, la table est d'abord produite, elle reste elle-même d'un certain point de vue, et ensuite elle va changer pour disparaître. Donc un étudiant dit s'il ne changeait pas sans cesse, il ne pourrait pas y avoir un moment où il serait détruit. Donc c'est en effet la question. C'est en C'est effet, pas faux. c'est l'idée en effet, dit-il, mais pourquoi? S'il ne change pas, il ne peut pas y avoir de destruction, dit l'étudiant. Et donc Geshe-la dit pourquoi? Et donc l'étudiant dit parce que destruction implique changement. Donc ça c'est important bien sûr. Et donc, Geshe-Dreyfus dit bien sûr, mais l'idée est que pour tous les bouddhistes, au-dessus des Sautrantika, les phénomènes qui sont produits par les causes et conditions sont produits à un certain moment et ensuite disparaissent. Donc, ça veut dire que à partir des Sautrantika qui suivent le raisonnement, dès l'instant où un phénomène est produit, donc on ne parle que des choses impermanentes, là bien sûr, par exemple nos agrégats. C'est important de revenir un petit peu à des choses qui nous sont utiles sur notre propre impermanence. Ça, c'est très très utile. Et donc dès l'instant où un phénomène produit est né, il ne peut pas rester le même un second instant. C'est-à-dire qu'il y a un instant où il s'établit, mais l'instant après de l'établissement d'un phénomène, c'est difficile à quantifier ou à mesurer. Mais il y a l'instant où il s'établit et le second instant, il est obligé de se transformer.
C'est ça que ça veut dire l'impermanence subtile. Ouais, tout le monde est d'accord? Mhm. Génial. Très bien. Ok. Ils sont produits. Ok. Lorsqu'ils sont produits, ils sont produits comme étant de par eux-mêmes destructibles. Ça veut dire que pour les Sotrantika et les autres écoles, il n'y a pas les caractéristiques de survenue, de durée, de vieillissement et de destruction qui se rajouteraient à cette substance. Pour les Sotrantika et les autres, dès l'instant où le phénomène, c'est dans son entité même de se transformer. Il doit changer d'instant en instant nécessairement. Ouais? Ok. Donc, il n'y a besoin de rien d'autre que de les produire pour les rendre destructibles. C'est ça qui compte pour les autres écoles. C'est Mhm. cela, au fond, d'une façon technique ou philosophique, que veut dire l'impermanence. Les phénomènes produits à partir de causes et de conditions viennent à exister en étant par nature destructibles. C'est dans leur entité même, ce n'est pas des caractéristiques qui viendraient se surajouter. Mhm. Donc, si les phénomènes existaient de manière inchangée entre le moment de leur production et celui de leur destruction, c'est ce que veut dire la durée pour les Vaibhashika, Mhm. leur destruction serait alors constamment repoussée. Ça veut dire que si un phénomène produit vient à survenir, ensuite il dure, ça veut dire qu'il reste le même pendant un certain temps. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ensuite il va vieillir? Puisque, comme il dit, le moment de leur destruction serait alors constamment repoussé. Qu'est-ce qui fait que le vieillissement viendrait soudainement se greffer sur cette substance qui dure? C'est à cause C'est de bizarre. l'impermanence. C'est tout ce qui Hein? n'est pas perceptible. Il y a une Pardon? impermanence. L'impermanence subtile fait qu'on n'a pas la perception de ce vieillissement, mais il est là. Il est Exact, inhérent. tout à fait. L'impermanence subtile pour les autres écoles, en effet, autres que les Vaibhashika, c'est dans l'entité même de la table. La Mhm. table, elle vient d'être produite, elle va se transformer d'instant en instant. Et donc, elle va vieillir dès l'instant. Au second moment, elle va commencer à vieillir. Alors que chez les Vaibhashika, au second instant, elle ne vieillit pas, elle dure. Mhm. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas durer pour toujours? Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc, les Vaibhashika ont beaucoup de difficultés à répondre à cette question. Je me souviens une fois, j'ai vu Geshe Lossel justement dans le jardin, je crois que c'était l'année dernière, qui débattait avec des étudiants. Et justement, c'était exactement cette question-là. Et ils avaient beaucoup de difficultés à, à affirmer l'impermanence chez les Vaibhashika. Parce que si on a la durée, dans le sens où la durée, c'est le phénomène qui dure, qui est statique, qui reste le même d'un moment à l'autre, jusqu'à ce que le vieillissement entre en jeu, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'on a un phénomène impermanent? On a un phénomène permanent dans ce cas-là. Ok, donc prenons l'exemple, là c'est toujours moitié de la page 37. Prenons l'exemple d'un objet qui existe pour 5 semaines. On va dire, par exemple, il y a l'obsolescence programmée. On va dire un ordinateur va durer 5 semaines. Bon, maintenant, normalement c'est un peu plus, mais imaginons que ce soit J'espère. 5 semaines. Donc on va produire un objet qui est censé durer pour 5 semaines. Si cet objet ne change pas de façon constante, donc, s'il dure en restant le même d'instant en instant, cet objet qui va durer 5 semaines va demeurer pendant 5 semaines. Ça veut dire qu'il va durer pendant 5 semaines. À la fin de cette période, l'objet ne se sera pas transformé. Et donc, l'objet qui dure 5 semaines sera toujours là. C'est-à-dire qu'il aura duré, il aura été produit, il aura duré, etc. Et donc, à la fin de cette durée, c'est toujours cet objet qui est censé durer 5 semaines. Mhm. Ce- et À la fin de cette période, l'objet ne sera pas transformé, donc l'objet qui dure 5 semaines sera toujours là. Elle devra donc encore durer 5 semaines. Donc un objet qui était censé au début durer 5 semaines va durer 10 semaines. Donc ça veut dire que c'est un petit peu compliqué pour les Vaibhashika d'accepter cette notion de durée. Ils l'acceptent, mais ça les oblige à avoir une conception de la permanence. Cela peut paraître un sophisme parce qu'on peut se dire que c'est le temps qui change, que ce n'est pas l'objet. C'est pour cela que les bouddhistes comme Dharmakirti, Vasubandhu, etc. disent que les phénomènes sont produits comme étant destructibles, c'est-à-dire qu'ils sont produits comme étant eux-mêmes temporels. La temporalité n'est pas en dehors des phénomènes, comme c'est le cas pour les Vaibhashika. Ils sont eux-mêmes temporels, ils sont produits comme étant destructibles. Donc comme ils sont eux-mêmes temporels, il faut que chaque passage du temps
correspondent à une transformation de l'objet lui-même qui n'a pas vraiment besoin d'être visible. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'impermanence subtile, elle n'est pas visible. Mhm. Car en l'état actuel des choses, on n'a pas les percevoir un objet qui change d'instant en instant, ouais. Donc l'objet doit se transformer de moment en moment. La transformation de moment en moment est donc une conséquence de l'idée que les objets sont produits comme ayant la nature d'être destructibles. Les objets sont produits temporellement et ne sont pas produits en dehors du temps. Donc, pour les autres écoles, autres que Rebeshika, ils sont produits temporellement et chaque passage du temps est marqué par l'objet lui-même qui se transforme de façon constante. Donc c'est ça qu'on entend quand on parle de l'impermanence, la plupart du temps chez les écoles bouddhistes. C'est de cette façon que les objets vont vers leur destruction parce qu'ils changent de moment en moment. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Oui. Le fait que, ouais, si on fait une découverte archéologique et qu'on trouve une vieille amphore, on peut la, la dater au carbone 14 et on dira par exemple, bah, imaginons, elle a 100 000 ans. Est-ce qu'elle a 100 000 ans d'un seul coup, du jour au lendemain? Non. Il faut que, avant d'avoir 100 000 ans, qu'elle ait 999 plus 11 mois, etc. 11 mois et 29 jours. Et avant ça, il faut qu'elle ait 999, 11 mois et 28 jours, etc., etc. Et donc, un jour lui-même va être scindé en plusieurs instants temporels, et donc il faut qu'on arrive aux instants infinitésimaux. C'est Mm. comme ça c'est comme ça qu'on vieillit. On n'a pas. Alors, bien sûr, des fois, quand on regarde un acteur à la télé, on dit tiens, il a pris un coup de vieux. Parce qu'on a tellement l'habitude de le voir dans son rôle d'il y a 30 ans, etc., que. Mais en fait, l'acteur, lui, il a vécu sa vie d'acteur et il a changé d'instant en instant. Sauf que nous, quand on voit, par exemple, un vieux James Bond, etc., et qu'on voit l'acteur ensuite à la télé dans une interview, etc., en effet, on se dit, waouh, il a pris un coup de vieux. Mais en fait, non, c'est notre perception à nous. Mais lui, il a changé d'instant en instant. Ouais, ça va. Oui. Ok, bah c'est super, très bien. Donc après, on va essayer de voir ce qu'il dit par la suite. Ok. C'est une idée radicale de l'impermanence. C'est une idée radicale de l'impermanence. C'est l'idée de la momentanéité et c'est une idée qui, philosophiquement, ne va pas sans difficulté. Parce que l'impermanence, elle est assez difficile à sonder. Combien dure un instant infinitésimal? C'est ça qui peut poser question. Il peut y avoir d'autres questions hein, philosophiques par rapport à ça. Mais combien dure un instant infinitésimal? Oui, C'est alors c'est difficile. je sais pas combien Là, de on doit. on peut toujours diminuer jusqu'à l'infini. Voilà. On pourrait toujours diminuer jusqu'à l'infini. Le souci, c'est que pour les philosophes bouddhistes, si on diminuait jusqu'à l'infini, c'est-à-dire que si par exemple, imaginons qu'un instant infinitésimal d'une table puisse être divisible à l'infini, ça veut dire que l'instant d'après n'aura jamais l'occasion de survenir. Parce qu'il faut qu'il y ait une infinité d'instants du premier instant qui eux-mêmes viennent à l'existence. Et donc on aurait besoin d'attendre qu'une infinité de moments viennent pour que le second instant vienne. Et donc le second instant ne viendrait jamais en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui. C'est comme les points mathématiques en fait. Hein. Les points Oui, mathématiques ça ne touche entre... jamais, ça ne touche jamais le. Oui, il y a toujours Ouais, un instant d'instant, 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 d'instant. exactement, tout à fait. Et donc ça veut dire que s'il fallait attendre que l'instant d'instant 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 apparaisse, ah bah, comme c'est infini, on attendrait une infinité de temps. Oui, ça Et pose le pourtant, problème cet aussi. Qu'est-ce instant, que c'est? instant, Oui. Qu'est-ce que c'est le temps ouais, aussi? Parce qu'il est imputé, le temps. On ne sait pas vraiment ce que c'est non plus. exactement, exactement. Il est imputé, toutes les écoles seront d'accord là-dessus. Même les Vaibhashika, vous vous souvenez, on s'était posé la question de la personne, la dernière fois, on s'était posé la question de la personne. Mm. Est-ce que la personne est un existant imputé tout en étant substantiellement établi, vous vous souvenez? Ouais, ouais. Ouais. Donc c'est possible en effet, oui. Parce que existant imputé et substantiellement établi, c'est quand même deux connotations différentes, ouais. Oui, oui. Ouais, Mm. très excellent. Et ben pour le temps, c'est pareil, le temps, c'est un existant imputé, mais il est quand même substantiellement établi.
Et donc, mais savoir exactement quelle est l'unité de temps la plus minimaliste, là, c'est très difficile à dire. Très difficile à dire. Très bien. Et donc, il continue, il dit, c'est une idée qui ne correspond pas du tout à la façon dont nous percevons les choses dans notre vécu. Pour nous, les objets ne changent pas constamment. C'est vrai que si on regarde une table, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle a changé d'instant en instant. Pour nous, ils sont produits, ils demeurent et ensuite ils disparaissent, comme disent les Vaibhashika. Cette disparition est une transformation que les objets subissent et ce n'est pas pour nous l'expression de la nature même de ces objets. Oui, comme si la table était produite, elle est toute neuve pendant un certain temps. Combien de temps dure la nouveauté d'une table? C'est difficile à dire. Après, elle va avoir une rayure, etc., puis une autre, etc. On va les brécher, et donc on va dire, oui, c'est plus une table neuve. Mais on aura tendance à dire, le temps qu'elle est neuve, on vient juste de l'acheter, elle est toute belle, toute propre, etc. On va dire, ah, j'ai une nouvelle table, elle est toute neuve. Mais combien de temps dure sa nouveauté? Là, c'est pareil, ça pose question. Et donc pour les Vaibhashika, c'est ça la durée. C'est tant que la table est neuve, elle dure. Et ensuite, elle va être un peu scratchée, on va la rayer, etc. Là, elle va perdre un peu de sa peinture. Hop, on va dire ça y est, là c'est le vieillissement qui surgit. Donc c'est un petit peu comme ça, c'est assez intuitif, hein, la façon des Vaibhashika d'expliquer tout ça. Pour eux, où est-ce qu'on en est? En conséquence, en correspondance à cette nature de l'impermanence, les Sarvastivadin pensent que les objets sont produits, qu'ils demeurent, vieillissent, déchoient et disparaissent. Pour eux, il y a la durée dans les phénomènes produits par des causes et des conditions. Et donc cette durée, c'est cette durée qui pose question. La durée fait partie de ces phénomènes, alors que pour les autres penseurs bouddhistes, la durée ne fait pas partie des phénomènes. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un empirisme conventionnel parce que si on admet qu'en méditation, il y a une vision directe de l'impermanence subtile, à ce moment-là, Oui. on parle d'un empirisme conventionnel pour les Vaibhashika. Donc, en effet, conventionnellement, on dirait que la table dure, mais que ultimement non. Voilà. Mhm. Ultimement, il est en effet impossible de trouver la table. Ah oui. Parce que ultimement, pour les Vaibhashika, si on cherche ultimement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les particules de la table. C'est ça les vérités ultimes. Oui, pour eux, ça dure. Hein, pardon? Mais Alors pour les eux, ça dure. Vaibhashika, ils n'ont pas C'est ils n'ont permanent. pas de vision directe de l'impermanence subtile alors. Alors, ils sont obligés d'accepter ça parce qu'ils sont bouddhistes et les bouddhistes sont obligés d'accepter les quatre sceaux. Tous les composés Voilà. sont Donc alors impermanents. comment ils combinent les deux? Alors, justement, c'est très difficile pour eux. Ils vont dire que l'impermanence, ça va surtout être le vieillissement et la destruction. Pour eux, c'est ça, en fait. Non, mais s'ils ont une notion méditative de l'impermanence subtile, ils Ouais. ne peuvent pas accepter la notion de durée. Ou alors ils n'ont pas de vision directe méditative de l'impermanence subtile, c'est pas possible. Alors, ils pourront, par exemple, imaginons que on est un yogi Vaibhashika, et donc il va observer la production de la table, ensuite il va observer la durée, et c'est observer le vieillissement et la destruction que là, il va observer l'impermanence subtile. Oui, non, mais Parce enfin, que il ils a sont la obligés notion d'accepter. de l'instant de conscience, qui est le truc ultime, c'est l'instant de conscience. Il ne peut pas Ouais, imaginer que cet instant de conscience soit exactement le même que l'instant de conscience suivant. Donc, il ne peut pas exact. imaginer que la structure de la table soit exactement la même au moment de l'instant de conscience suivant. Donc, il a Oui, forcément une notion de l'impermanence subtile oui. à son niveau. Donc ils vont avoir une notion, ouais, ils vont avoir en effet une notion différente de l'impermanence subtile, différente des autres écoles. Ça veut dire que pour eux, l'impermanence subtile, c'est surtout le vieillissement, et, euh, ce vieillissement est une caractéristique qui est d'une entité substantielle différente de la table. C'est parce que pour eux, en fait, ils ont une explication de la production un peu difficile. Ils vont dire que c'est comme une poule, une poule qui pond un œuf. Chez l'œuf, c'est la... Elle pond plusieurs œufs. Elle pond plusieurs œufs. La poule, on va dire que la poule, c'est la survenue d'un objet.
Et donc la survenue d'un objet va engendrer l'objet lui-même et va engendrer aussi les autres éléments, la durée, le vieillissement, la cessation, etc. Et donc, il y a d'autres personnes qui vont leur dire, oui, mais la survenue de la poule, elle est venue de rien, alors, puisqu'elle existe avant la poule. Elle existe avant la survenue pas de la poule, de l'objet en question. La survenue de l'objet en question, mais de quoi est-ce qu'elle vient, cette survenue? Et ils vont dire, bah, c'est l'objet en question qui crée sa propre survenue. Donc il y a la survenue et l'objet qui se créent en même temps, mais qui sont quand même des entités substantielles différentes. Et c'est valable pour la durée, le vieillissement et la destruction. Donc les yogis Vaibhashika vont observer la destruction de l'objet et vont observer ce vieillissement continuel. Mais en effet, si on ramène les choses aux instants infinitésimaux, comme tu le dis Dominique, c'est tout à fait ça. C'est qu'ils vont avoir des difficultés. Parce qu'un instant infinitésimal, c'est pareil, il est censé survenir, durer, vieillir et disparaître. Mais s'il est infinitésimal, ça veut dire qu'il n'a pas de partie. Et donc, s'il n'a pas de partie, comment est-ce qu'il pourrait avoir d'abord une survenue, ensuite une durée, etc. En effet, ça pose question. Ça pose question. Oui, mais les éléments et les instants ils sont permanents, ultimement, chez eux. Alors, pas du tout. Pas du tout. Parmi les vérités ultimes, il y a des phénomènes permanents, en effet. Pour les Vaibhashika, il y a 3 phénomènes permanents qui sont, vous vous souvenez? Les cessations et l'espace. Voilà, l'espace incomposé, les cessations analytiques et les cessations non analytiques. Voilà. Les seuls phénomènes permanents qu'ils acceptent. Et pour eux, un phénomène permanent ou un phénomène incomposé, c'est pareil. Un phénomène incomposé, c'est une vérité ultime. Mais une vérité ultime n'est pas nécessairement un phénomène incomposé. Ouais. Ça, oui. Par exemple, une particule indivisible, un instant de conscience sont conditionnés et sont impermanents. Ouais, ça les particules, elles sont impermanentes. Ouais, très bien. Parce que les particules, c'est les éléments constitutifs de la forme. Et la forme, ils considèrent en effet que c'est composé, c'est impermanent, ouais, tout à fait. C'est une chose impermanente. Alors que l'espace incomposé, c'est une chose permanente pour eux. Ouais. Oui, mais la particule ultime elle-même, elle est impermanente aussi? La particule elle-même, oui, tout à fait, elle est impermanente. Et donc, elle doit éprouver un changement, elle doit survenir, elle doit durer, éprouver un changement ou un vieillissement, puis elle doit cesser. Et donc, elle peut se disloquer, par exemple. Vous vous souvenez, on a vu que c'était des particules minimalistes qui étaient composées par 8 particules, les 4 éléments et 4 éléments. Et donc, par exemple, si cette particule, par exemple, imaginons que ce soit une particule qui se trouve dans l'oreille. Cette particule, elle va soudainement être associée au son, à une particule de son, si on entend un son. Et donc, elle aura une 9e sous-particule. Et donc, ça veut dire que l'instant d'avant, elle était composée de 8 parties, pas des parties directionnelles, mais des parties constitutives. Et soudainement, elle va être associée à une 9e, et donc elle aura changé. Ouais. Donc, c'est très difficile, en effet, si on observe les choses du point de vue Vaibhashika, peut-être qu'eux vont trouver des solutions, mais c'est aussi pour ça que les écoles supérieures sont dites supérieures. C'est parce qu'elles ont des réponses beaucoup plus, comment dire, qui prêtent moins le flanc à des débats. C'est pour ça que les écoles Sautrantika, qui suivent le raisonnement, Chittamatra, etc., sont considérées comme supérieures parce que, d'un certain point de vue, elles sont plus cohérentes par rapport à ces choses-là. Très bien. C'est super, c'est très bien de se poser ces questions-là, parce que comme ça, on essaie de creuser ce que veut dire Vaibhashika, ce que veut dire Sautrantika, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Ok. Donc la durée fait partie de ces phénomènes, alors que pour les autres penseurs bouddhistes, la durée ne fait pas partie des phénomènes. Les phénomènes n'existant qu'en un seul instant, et la durée ne provient que de l'accumulation des moments. Donc la durée, c'est ça. Pour les autres philosophes bouddhistes, la durée, c'est une accumulation de plusieurs moments qui se suivent. C'est pas un instant lui-même. Parce que dire qu'un instant dure, ça voudrait dire qu'au second instant, ça veut dire qu'il durerait plus d'un seul instant, plus qu'un seul instant, s'il durait.
Et donc les phénomènes n'existent qu'en un seul instant et la durée ne provient que de l'accumulation des moments. C'est ça, c'est le continuum, la durée. Pour les V, pour les VPC. Ouais, oui, ouais, ça coupe. J'ai pas entendu. Oui. Quelqu'un dit quelque chose? Non. Je peux rien dire. Ah bon, ok. Bon. N'hésitez pas, si vous voulez. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Donc, les phénomènes n'existent qu'en un seul, ok? Pour les Vaibhashika, conformément à l'intuition que nous avons des objets, les phénomènes sont produits, existent ou durent, demeurent et disparaissent, en effet. Évidemment, l'idée radicale de l'impermanence est une idée qui conduit philosophiquement à des difficultés considérables. En effet, il y a des tas de choses. Il y a, ok. Il y a des choses qui nous paraissent réelles, mais que l'on ne peut pas expliquer de façon satisfaisante lorsqu'on adopte une idée d'impermanence radicale. Donc l'impermanence, c'est ça qui est intéressant, c'est que si on considère qu'un phénomène est impermanent, qu'en fait il ne dure qu'un instant infinitésimal, c'est juste parce qu'il y a des étudiants qui ne peuvent pas se connecter. Très bien. Et donc, si on considère qu'un phénomène impermanent dure un instant infinitésimal, comment est-ce qu'on pourrait utiliser une table? Est-ce qu'on peut, si par exemple vous dites au vendeur, moi je veux acheter cette table-là, et donc il dit OK, mais ce sera plus la même quand vous l'aurez achetée. Ça veut dire que vous, vous payez la table, et au moment où vous l'avez dans les mains, c'est plus la même. Ben oui. Si c'est plus la même, c'est très compliqué pour accepter la causalité karmique. C'est fâcheux. Exactement. Si on dit une personne dans une existence accumule un karma et la personne dans l'existence d'après, au bout d'un milliard de vies ou ne serait-ce que la vie d'après, etc., ou même au sein d'une même existence, c'est plus la même personne. Comment est-ce qu'elle pourrait éprouver les fruits du karma accumulé par quelqu'un d'autre? Ça veut dire que telle personne bosse pendant un mois et une autre personne arrive pour récupérer le salaire de l'autre personne. Ça, c'est bien. Alors c'est bien pour celle qui récupère le salaire, c'est pas bien pour... Donc ça, c'est intéressant. Et donc, on a tendance à accepter ça chez les écoles autres que le prasangika, d'un certain point de vue. Si on considère qu'un phénomène a une existence inhérente, ça veut dire que son impermanence a une existence inhérente, les instants constitutifs ont une existence inhérente, et donc la seule chose qui puisse exister, c'est un phénomène à l'instant T. Et à l'instant U, il n'existe déjà plus, ce n'est plus le même. Si ce n'est plus le même, comment est-ce que la causalité est possible? Comment est-ce que on va dire, bah, je vais méditer maintenant, je vais transformer mon esprit, je vais accumuler des actes vertueux, développer la sagesse comme on est en train de le faire là, développer la sagesse, essayer de comprendre la réalité des choses? Ce serait totalement inutile puisque ça ne bénéficierait qu'à nous à l'instant T, c'est tout. Mais pour la personne dans notre continuum qui sera totalement autre, il n'y aura aucun effet. Mais bien sûr, aucun philosophe bouddhiste va accepter cette conséquence. Ils sont obligés de dire, nous, on est bouddhistes, on accepte le karma, on accepte les renaissances, et donc on va accepter une certaine durée, un certain continuum. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui, enfin, c'est là que le problème se pose. C'est quoi ce continuum, hein? C'est là que le grand problème se pose. Exactement. C'est quoi ce continuum? Parce que si par exemple on prend le point de vue de Sakya Pandita, il va dire que un instant passé, c'est un non-existant. Et un instant futur, c'est un non-existant. Et donc, il n'y a que l'instant présent qui existe, on peut dire d'un certain point de vue. Et donc, il va dire, votre continuum, c'est une corne de lapin, une table, une corne de lapin. Oui. C'est pas faux. Enfin, voilà, j'ai compris pourquoi tu es tellement embrouillé. Alors, si c'était pas faux, si c'était vrai, en effet, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de continuum. Le continuum n'existe pas. Seul ce qui existe à l'instant présent. Ultimement, il n'existe pas.
Ah, alors ça c'est différent, en effet. En effet, c'est différent. Si on qualifie ultimement, si on pose l'adverbe, à ce moment-là, c'est très différent, en effet. Et c'est ce que vont dire les Vibhashika, par exemple. Les Vibhashika, on pourrait même dire, certains Sautrantika pourraient dire ça, pourraient dire un continuum, c'est un phénomène imputé. C'est un peu imaginaire d'un certain point de vue. Ce qui existe vraiment. Par exemple, si vous allez dans la nature, vous allez vous balader en forêt ou méditer en forêt, etc. Qu'est-ce qui existe au passé ou au futur? Rien, tout est au présent. Mm. Tout est au présent. L'oiseau qui piaille, les feuilles qui bougent, la fleur qui pousse, etc., le soleil qui brille, tout est au présent. Il n'y a rien qui se passe ni dans le passé ni dans le futur. D'un certain point de vue, on aurait tendance à leur donner raison. Eh oui. Et donc, ils vont dire, en effet, le continuum, c'est imaginaire, c'est un phénomène imputé. C'est pas vraiment un existant, c'est un sous-existant. Ouais. Mhm. Oui. Et donc, on verra par la suite chez les Sautrantika qui suivent le raisonnement, en tout cas tel que les Gelugpa les interprètent, on verra qu'un continuum est aussi un existant, une vérité ultime. Mhm. Est autant une vérité ultime qu'un instant constitutif de ce continuum. Donc ça, on le Oui, verra par la suite. ouais, C'est oui, intéressant. mais c'est un peu conceptuel. C'est un peu conceptuel, en effet. Mais si on se pose la question, si on se pose la question, est-ce que, est-ce que Bernard, qui dure un instant infinitésimal, est vraiment Bernard, est vraiment Bernard? Ben, à un moment infinitésimal, oui, mais après, il est plus. Oui, c'est autre chose. Est-ce que euh, plus qu'un instant infinitésimal de Bernard, Bernard, c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui médite, quelqu'un un médecin, c'est quelqu'un euh, qui pratique, qui étudie, etc. Est-ce qu'on peut étudier, pratiquer, être médecin en un instant infinitésimal? Non. Mais non, on est toujours, d'instant en instant, on change. Hein. Exactement, parce que ça prend du temps de méditer, d'étudier. Il y a Hein, quelque chose pardon? qui reste identique quand même. Enfin, identique, il y a quelque Voilà. chose qui relie un instant, il y a quelque chose qui reste identique, sinon. Sinon, en effet, comment est-ce qu'on pourrait ne serait-ce que manger un repas? Est-ce que telle personne mangerait l'entrée, par exemple? Telle autre personne mangerait le plat de résistance et telle autre personne mangerait le dessert. Ce seraient trois personnes différentes. Personne ne pourrait dire qu'il mange un repas. Non. Ouais. Il y a une synchronicité quand même de certaines choses, effectivement. Donc c'est pour ça que les autres handicapés qui suivent le raisonnement disent c'est même et surtout le continuum d'un certain point de vue qui fait sens. Parce qu'un instant infinitésimal, à moins d'être un yogi qui réalise l'impermanence subtile ou d'être un Bouddha, d'entre nous ne perçoit des instants infinitésimaux, on ne perçoit que, enfin disons qu'ils apparaissent, mais on ne les réalise pas. Qu'est-ce Mais qu'on réalise au continuum? Hein, est-ce qu'on ne pourrait pardon? pas dire que ce continuum est la conséquence du conventionnel? C'est-à-dire que tant que le conventionnel existe, le continuum existe, et à partir du moment où on est dans l'ultime, ce continuum n'existe plus. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire Oui, quelque parce chose comme qu'il ça? n'y Et a plus, le de toute continuum ne façon, serait il n'y a pas plus de l'effet dualité. de l'ignorance. Alors, c'est ce que certains vont dire. C'est ce que certains vont dire en effet que ce qui est conventionnel, par exemple les Vaibhashikas, c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire que ce qui est conventionnel, c'est ce qui peut être brisé en mille morceaux et qui cesse d'être appréhendé en morceaux, etc. Donc, c'est que conventionnel à certains points de vue. C'est secondaire. C'est par exemple les deux vérités pour ces tenants-là, pour ces philosophes-là, c'est un peu le même principe que tu soulèves. Par exemple, vous auriez euh, un, je sais pas moi, un objet que vous achetez dans une usine euh, totalement pourrie, qui fabrique un objet, une contrefaçon. Et donc cette contrefaçon, elle ressemble beaucoup à un objet qui est censé tenir la route, etc. Mais cet objet-là, il va pas durer très longtemps. Il est factice d'un certain point de vue. Pour ces tenants, ces philosophes-là, les vérités conventionnelles sont un peu comme ça, sont un peu comme des contrefaçons et qui vont se déliter, comment dire, se détruire très facilement. Alors que les vérités ultimes, c'est des trucs qui sont solides, qui sont faits pour durer, etc., etc.
Oui. Et donc, en effet, ils vont dire que le continuum, c'est quelque chose d'imaginaire. Ils vont dire que le continuum, c'est une vérité conventionnelle, ça ne tient pas vraiment la route. Ce qui tient la route, c'est ce qui constitue ce continuum. C'est les instants infinitésimaux. Ça, Oui, c'est parce que intéressant. c'est du temporel, et le temporel, on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais, ouais. Donc, ça permet de se poser des questions, de se dire qu'est-ce qui est vraiment réel. Par exemple, si on se pose la question par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce qui est vraiment réel dans notre nature? Est-ce que c'est le continuum? Est-ce que c'est des instants infinitésimaux? Mais est-ce qu'un instant On appelle infinitésimal est réel. Qu'est-ce qu'on appelle réel? Parce qu'à exact? partir du moment où on appelle réel, on réifie la chose, si tu Oui, veux. À partir du moment où on oui, appelle réel, on imagine qu'il y a quelque chose de réel, oui. qu'il y a quelque chose qui serait une réalité. Alors que si ce n'est que des causes et conditions qui produisent instantanément les choses, il n'y a pas une réalité. Alors, eux, ils vont dire que justement, les causes et conditions, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, parce qu'ils sont obligés de trouver une réalité. Et en effet, si on leur dit, nous, avec euh, nos yeux de Nagarjuna, on regarde les choses à la façon d'Arya Nagarjuna, ils vont dire, mais vous êtes nihiliste. Parce que si on leur dit, il n'y a rien qui est réel, ils vont dire, vous êtes nihiliste. Donc, eux, ils sont obligés de trouver quelque chose. Non, C'est mais ce qu'on disait. réel, comment définissent-ils le réel? Est-ce que le réel, c'est l'appréhendable? C'est l'appréhendable, en effet, c'est ce qui doit pouvoir exister sans que nous y soyons pour quelque chose qui existe de son propre côté, etc. Ça veut dire que eux, ils ne sont pas du tout prêts à accepter ce que vont dire, par exemple, les Chitamatrins ou encore moins ce que vont dire les Madhyamikas. Les Madhyamikas vont dire il n'y a rien qui existe de manière véritable. Et Voilà. eux, justement, comme on l'a vu dans la définition d'un Vaibhashika, ils disent que les phénomènes extérieurs ont une existence véritable. Ouais. Ils veulent que ils veulent pouvoir trouver quelque chose ultimement. Si on trouve rien ultimement, c'est pour ça que pour eux, les vérités ultimes, c'est des particules indivisibles, etc. Parce que quand ils font un zoom dans l'ultime, ils sont obligés de trouver quelque chose. S'ils ne trouvaient rien, ils seraient nihilistes. Alors que chez les Madhyamikas, on le verra par la suite, chez les Madhyamikas, c'est si on trouvait quelque chose ultimement, on serait absolutiste. Et en Hmm. effet, tous les tenants qui ne sont pas Madhyamika ou tous les tenants qui ne sont pas Prasangika, Madhyamika, sont absolutistes, réifient les choses, en effet. Oui. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est extrêmement labile et ça change tout le temps. C'est toujours impermanent, donc ça n'existe pas dans une forme fixe. C'est ça. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas fixe. Et en effet, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les Vaibhashikas considèrent que les phénomènes permanents sont des vérités ultimes, parce que là, on est sûr qu'on a en face de nous quelque chose de solide qui dure, qui conserve son identité, qui peut pas se déliter, qui peut pas s'effacer, etc. Ouais, mais Pourquoi? enfin, cette notion de continuum, elle existe même chez les Prasanguika, quoi. Oui, tout à Cette fait. notion de continuum, elle est quand même quelque chose. Voilà, qu'est-ce que c'est? Exactement. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un grand problème dans la vie Ouais. actuellement. C'est un grand problème et je pense que peut-être cette étude de ce livre nous permettra d'y répondre, de Et donner des éléments de réponse, j'espère. À ce moment-là, on ne pourra plus rien dire, peut-être. Oui. Peut-être. Excellent. Christine, tu voulais dire quelque chose? Non? Ok. Donc, on va revenir sur ces questions-là. Vous inquiétez pas, on y reviendra. Donc là, on est toujours en bas de la 38. Euh, donc, comme on le disait, il dit évidemment, l'idée radicale de l'impermanence est une idée qui conduit philosophiquement à des difficultés considérables. Ben, justement, on vient d'en évoquer quelques-unes. oui. En effet, il y a des tas de choses qui nous paraissent réelles, mais que l'on ne peut pas expliquer de façon satisfaisante lorsqu'on adopte une idée d'impermanence radicale. Toute notre idée des phénomènes qui durent est sacrifiée par la vue de l'impermanence radicale. Ben, justement, c'est exactement ce problème de continuum car il n'y a alors plus de vraie durée, mais une succession de phénomènes extrêmement similaires mais différents. Ça, c'est exactement ça quand on dit en tibétain Jawa Shenjung. Jawa Shenjung, ça veut dire des moments, entre crochets, des moments qui sont similaires mais qui sont Mm. différents. Oui. Ça veut dire que la table d'aujourd'hui est très similaire à la table d'hier, mais Mm. elle est quand même différente. Elle est quand même une entité différente.
Excellent. Donc l'étudiant pose une question inaudible et lui, il répond, il faudrait plutôt dire que la durée est produite par la succession et elle est en bonne partie, au moins, peut-être pas entièrement, illusoire. Ben, c'est exactement ce qu'on se posait comme Et question. voilà. Est-ce que le continuum est illusoire ou pas? Et les Vaibhashika et les Suttantika qui suivent les Écritures vont dire oui, c'est illusoire d'un certain point de vue, c'est un phénomène, un existant imputé. Voilà. Et donc, l'expression même existant imputé, ça donne cette saveur d'un phénomène imaginaire, etc., un peu comme le Père Noël. Le Père Noël, il est imputé. Le Père Noël, il est imputé, Tintin est imputé, etc., etc. Ce sont des événements, on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas du tout, d'un certain point de vue. Est-ce que l'événement du Père Noël ou l'événement Tintin existe? Oui, parce qu'ils sont dans une culture, ce sont des éléments culturels, etc. Donc, on ne peut pas dire que ce soit totalement inexistant. Si c'était totalement inexistant, personne ne saurait de quoi on parle si on dit Père Noël, par exemple. Mais les gens savent de quoi on parle. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui existe, un événement culturel, on pourrait dire d'un certain point de vue. Et donc cet événement culturel, il n'existe pas de manière pure et dure. S'il n'y a plus de culture, il n'y a plus le Père Noël, il n'y a plus Tintin, il n'y a plus tout ça. Donc ça veut dire que si ça dépend d'une culture, c'est ça un existant imputé d'un certain point de vue. Donc là, mon exemple, il est un peu pourri parce que le Père Noël, c'est quand même un non-existant. Il n'a jamais... désolé, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants connectés. Le Père Noël n'existe Mais pas. moi, j'y crois au Père Noël. Oui. Donc, il n'existe pas en tant que personne, c'est ça qu'on entend quand on veut dire le Père Noël n'existe pas. Mais en tant qu'événement culturel, on est obligé d'accepter qu'il existe. Donc c'est quand même assez similaire au phénomène imputé, aux existants imputés, ouais. Donc on dira qu'il existe pour Bernard. Excellent. Donc il dit ce qu'on peut dire, c'est que la durée telle que nous la vivons est une illusion. Donc c'est ça, hein, par rapport imputé, c'est un peu comme ça. La durée en elle-même, probablement pas, car on peut dire qu'il y a une succession de phénomènes, et donc succession remplace durée, c'est pareil. Succession, continuum, durée, c'est pareil pour les autres écoles. Et même pour eux, on va dire, même pour eux, même pour les Vaibhashika. Sauf que c'est totalement illusoire pour eux. Ce qui dure vraiment, c'est les instants constitutifs. Enfin, ce qui existe vraiment, pardon. Ce qui dure, ce qui existe vraiment, c'est les instants constitutifs. Mais la durée telle que nous la vivons est une illusion. Les phénomènes ne durent pas. Donc ça, c'est intéressant. Très bien, on a encore quelques minutes. On va essayer de se poser des questions. Et un étudiant, page 39, demande, n'y a-t-il pas là un problème de cause et de conditions? Si c'est un ensemble de causes et de conditions qui font l'objet, le premier instant de l'objet n'a pas forcément les mêmes conditions que les instants suivants, à moins que ce ne soit le moment précédent qui soit la cause et la condition du moment suivant. Donc c'est surtout le début de sa question qui est intéressant. N'y a-t-il pas là un problème de cause et de conditions? Si c'est un ensemble de causes et de conditions qui font l'objet, par exemple une table a un ensemble de causes et de conditions très précises, le premier instant de l'objet n'a pas forcément les mêmes conditions que les instants suivants. D'ailleurs que la table vient juste d'être faite, etc., par le menuisier, mais les instants suivants de la table, est-ce qu'ils sont fabriqués par le menuisier? C'est ça un petit peu la question qu'il pose. Et donc lui, il dit, c'est une bonne remarque en effet, par exemple, pour la production de ce rosaire. Il a un chapelet quelque part, et il dit la production de ce rosaire ici, le premier moment est produit par la personne qui fait le rosaire et également par toute une série de causes. Il y a en effet la personne qui fabrique, il y a l'artisan, mais il y a aussi toute une autre série de causes, en effet, on peut dire. Donc le premier moment est produit directement par la personne. Vous êtes d'accord? La personne est une cause directe. Le charpentier, pas le charpentier, le menuisier est la cause directe de la table quand il vient juste de la fabriquer. Ouais? Oui. Vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Très bien. Très bien. Le second moment est également produit par la personne. Est-ce que la table de demain est un effet du menuisier? C'est indirect. En effet. C'est un effet indirect. Vous vous souvenez, on l'avait vu il y a longtemps, hein, quand on avait étudié Jura, on avait vu qu'il y avait
les causes. Il y avait les causes directes et les causes indirectes. Demain et après-demain. Demain, c'est direct, après-demain, c'est indirect. Exactement, par rapport à hier, Par exactement. rapport Tout à fait. à... Tout à fait. Donc on dira que en général, causes directes et causes indirectes sont équivalentes. C'est-à-dire que en général, si c'est une cause, c'est nécessairement une cause directe et une cause indirecte. Mais si on l'applique à une base en particulier, elles s'excluent mutuellement, elles sont contradictoires. C'est-à-dire que la cause directe de la table d'aujourd'hui, c'est quoi? La table d'hier. C'est la table d'hier, mais d'hier. pas la... Oui, c'est ça, oui. Exactement. Et cette cause directe de la table aujourd'hui n'est nécessairement pas sa cause indirecte. Mm. Parce que la cause indirecte, c'est quoi? La table d'avant-hier ou le menuisier. Ben, c'était Exactement. la planche, oui, ou la... oui, parce que je Ouais. sais pas s'il l'a faite qu'hier, je ne sais pas. Exactement. Ouais. Si le menuisier l'a faite hier, on peut dire que c'est une cause directe de la table d'aujourd'hui. Parce que la table d'hier et la table d'aujourd'hui ont une relation directe. Mais en fait, le menuisier, il peut être une cause directe comme une cause indirecte, en fait. Mais en tout cas, en effet, on dira que une cause indirecte de la table d'aujourd'hui n'est nécessairement pas une cause directe, et inversement. Ouais. Parce que, tout simplement, si on l'applique à une base, on va dire lundi, la cause directe de mardi, mais si c'est la cause directe de mardi, c'est nécessairement pas sa cause indirecte. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, oui. Ouais. Et si c'est la cause indirecte de mardi, c'est nécessairement pas sa cause directe. Ouais. Très bien. Excellent. Donc, si on les applique en général, si on dit en général, c'est inclusif. Ça veut dire que si c'est l'un, c'est l'autre, c'est équivalent. Mais si on les applique à une base, là, dans ce cas-là, ça tient plus. Très bien. Donc, c'est ce qu'il dit. On va terminer ce petit paragraphe. Il y a deux sortes de causes, la cause directe et la cause indirecte. La personne n'est que la cause indirecte du second moment, car la cause directe du second moment est le premier moment de cet objet et n'est plus la personne. Exactement. C'est-à-dire que la personne, on va dire le menuisier du lundi est la cause directe de la table du mardi. Mais il n'est plus la cause directe de la table du mercredi. Exactement. C'est super. Et donc ensuite, car la cause directe du second moment est le premier moment de cet objet et n'est plus la personne, en effet, qui est déjà séparée du second moment par le premier. C'est-à-dire qu'il y a les intervalles à chaque fois qui se suivent. Cela n'est pas un problème car il y a beaucoup de causes à la production de ce rosaire qui sont indirectes. Très bien, donc on essaiera de voir prochainement, vendredi prochain, la suite du texte. On essaiera de se poser des questions par rapport à ces choses-là. Mais c'est super parce que vos interventions sont très utiles, elles permettent de clarifier les choses, donc c'est vraiment super. Très bien. Donc on va s'arrêter là pour ces écoles et puis une explication sur les tantras pour ceux qui veulent rester. Donc je vais fermer l'enregistrement. Merci beaucoup. Donc à 9 h pour la suite vendredi prochain. Merci beaucoup. Ok.